Bienvenue à nouveau dans l'émission. Aujourd'hui, nous recevons le lieutenant-colonel Daniel Davis, vétéran de combat à 4 reprises et animateur de la très populaire émission YouTube Daniel Davis Deep Dive. Je laisserai un lien dans la description et je vous recommande vivement de regarder les vidéos et de vous abonner. C'est d'ailleurs là que j'obtiens une grande partie de mes informations. Merci d'être de retour dans l'émission. Oh, c'est vraiment un plaisir. C'est toujours un plaisir d'être ici. Je voulais avoir ton avis sur ce qui se passe actuellement en Iran. Tout d'abord, comment interprètes-tu la diplomatie en cours? Parce qu'elle semble se dérouler dans des conditions très étranges. C'est ce dont se plaignent les Iraniens. Ils n'aiment pas négocier quand ils ont un pistolet braqué sur la tempe. Mais étant donné que les États-Unis et l'Iran traînent derrière eux 47 ans de conflit depuis la révolution islamique de 1969, il semble y avoir beaucoup de choses à régler. Si l'on met de côté tout ce discours sur la justice pour les manifestants et ce genre de considérations, quels sont les principaux problèmes ici? Parce que lorsque tu négocies avec la marine et l'armée de l'air américaine stationnées au large des côtes iraniennes, j'imagine que c'est efficace pour faire pression, mais sur quoi peut-on réellement faire plier l'Iran? Et combien de temps les États-Unis peuvent-ils se permettre de poursuivre une diplomatie avec une force aussi massive déployée? Cela semble être une entreprise coûteuse. Eh bien oui. Et vous savez, il faut d'abord se demander ce que nous essayons réellement d'accomplir ici. Que cherchons-nous à faire? Il est tout à fait compréhensible que la partie iranienne soit très frustrée. Car comme vous venez de le mentionner, au cours du dernier mois environ, ces dernières semaines, c'est soit ces pauvres manifestants en Iran, nous devons les défendre, soit, c'est encore le programme nucléaire. Soit, ce sont leurs missiles à longue portée, soit leur force par procuration, soit simplement le fait qu'ils existent. Cela ne cesse d'alterner. Pourquoi négocions-nous exactement? Quand nous disons que nous cherchons la voie diplomatique, de quel type de résultat diplomatique parlons-nous réellement? Et dans quel but? À quoi ressemble l'état final? À quoi cela ressemble-t-il pour les États-Unis de dire « D'accord, si la diplomatie fonctionne, voici à quoi ressemblera la fin. Nous aurons ceci, cela et encore cela, et ils n'auront pas l'autre chose. Ils auront X, Y et Z, et ensuite nous vivrons tous ensemble en paix. » Cela n'existe pas. Et je pense que si cela n'existe pas, c'est parce que tout cela est motivé, et il faut être honnête à ce sujet, par Israël. C'est ce que Benjamin Netanyahou veut depuis très, très longtemps, tout comme beaucoup d'autres. Ce n'est pas seulement lui, mais il est le Premier ministre en ce moment, et il est clairement la force motrice derrière tout cela. Ils ne veulent pas que la République islamique existe. Ils ne cherchent donc pas à restreindre le programme nucléaire. Ils ne cherchent pas non plus à réellement limiter les missiles défensifs pour leurs propres besoins ou quoi que ce soit de ce genre. Et ils aimeraient certainement que les groupes armés soient désactivés, qu'ils ne le voudraient pas, mais ce ne sont pas vraiment les questions fondamentales pour eux. La question fondamentale, c'est l'existence même du régime iranien. Ils ne veulent tout simplement pas qu'il existe. Ils utilisent donc tout ce qui semble plus convaincant pour le public américain. C'est l'objectif principal. Le public israélien, lui, est déjà convaincu. Il n'a plus besoin de l'être. Il est prêt à agir et soutient totalement cette position. Mais le public américain ne l'est pas autant. Ils doivent donc essayer de construire un argument et ils se disent « D'accord, parfois il s'agit des négociations sur le programme nucléaire. Nous ne voulons pas de bombes nucléaires. » Et cela suscite un certain intérêt. Puis il y a d'autres choses, parce que nous avons le cœur si tendre. Nous dirons « Oh, ces pauvres manifestants !» Et ils s'appuient là-dessus, puis c'est la démocratie, la liberté,
et la liberté d'expression. Tu sais, quoi que soit qui fonctionne aujourd'hui, on essaiera encore. C'est pourquoi cela montre pas d'objectif réel pour les États-Unis. Le président Trump subit énormément de pression, que ce soit de la part de Benjamin Netanyahou lui-même, de nombreux sponsors ou membres de l'AIPAC aux États-Unis, et ils sont nombreux, ou encore de ses propres alliés au sein de son cercle rapproché, censé être de son côté. Mais il se range clairement du côté des Israéliens contre lui. Et il le pousse à faire quelque chose qui n'a ni de sens sur le plan militaire, ni d'utilité pour notre sécurité nationale. Et il n'existe aucune voie de négociation qui puisse satisfaire toutes les parties. Cela n'existe tout simplement pas, parce qu'Israël ne veut pas que cela existe. C'est pourquoi on voit les Iraniens si frustrés, car ils se disent « ce n'est rien de nouveau pour nous ». Je veux dire, ils ont travaillé pendant 2 ans avec l'administration Obama pour obtenir le JCPOA, qui, de l'avis général, était imparfait, car rien n'est parfait dans les affaires humaines. Mais il remplissait très bien son objectif principal, qui était d'empêcher l'Iran d'acquérir une arme nucléaire et de nous donner la certitude qu'il n'était pas en train d'emprunter cette voie. Tout cela était en place, les inspections intrusives, les limites sur les capacités de retraitement, les restrictions sur la quantité de matière qu'il pouvait posséder, etc. Tout cela était vraiment positif si votre objectif était réellement d'empêcher une arme nucléaire, ce que les Iraniens ne voulaient pas de toute façon. Donc ils pouvaient composer avec cela. Et bien sûr, nous avons déchiré cet accord en 2018. Nous avons dit que nous voulions un meilleur accord, ce qui signifiait essentiellement qu'ils devraient donner davantage et ne rien recevoir en retour. Étonnamment, ils n'étaient pas intéressés. Ensuite, leur ambassade est bombardée en 2024, quelqu'un est assassiné dans leur capitale plus tard cette année-là, et ils sont attaqués par Israël en 2025. Nous affirmons que nous avions un accord et que nous voulions engager des négociations nucléaires. Nous en étions déjà à la 5e série de discussions quand les bombes ont commencé à tomber. Alors l'Iran dit, « Eh bien, où est la diplomatie là-dedans? Vous ne faisiez que vous en servir comme couverture. » Et nous voilà de nouveau dans la même situation. Vous savez, le président Trump a déclaré il y a plusieurs jours que nous avions 10 à 15 jours pour parvenir à un règlement négocié. Mais l'Iran dit en quelque sorte, « Quelle négociation? Nous sommes prêts à négocier ici sur le programme nucléaire, si c'est bien votre objectif déclaré, mais pas sur ces autres sujets. Et il n'y a aucune raison rationnelle pour que nous disions « Abandonnez votre seule capacité défensive, les missiles à longue portée, ou vos efforts pour vous protéger en amont avec certains de ces groupes que vous appelez alliés. » Il n'y a aucune raison rationnelle d'exiger qu'ils renoncent à ces choses-là. Il n'y a aucune justification à cela. C'est simplement ce que nous voulons. Nous demandons donc à l'Iran de faire quelque chose qui va à l'encontre de son intérêt national, qui est contre-productif pour sa propre sécurité nationale et qui est irrationnel, quelque chose que nous ne ferions jamais. Et cela signifie que la seule option restante est le recours à la force. Je pense que c'est voulu, et je pense que c'est là où nous en sommes aujourd'hui. J'espère que le président Trump écoutera, selon les informations, le chef d'état-major interarmé, le vice-président J.D. Vance et Tulsi Gabbard, qui, d'après les rapports, lui disent tous que ce serait une catastrophe. Ne le fait pas. Mais il y en a beaucoup d'autres. Lindsey Graham, Jack Keane, Mike Pompeo et tout un tas d'autres. Ted Cruz s'est récemment joint à eux. Tous ces gens réclament des opérations de combat et la destruction de l'Iran. Tout dépendra de qui remportera cette bataille d'influence sur la seule personne qui compte, Donald Trump. Et je pense qu'il va probablement perdre cette bataille de pression. C'est essentiellement un problème qui revient à dire à l'Iran,
La seule raison pour laquelle nous ne vous avons pas encore bombardé, c'est parce que vous disposez d'un puissant moyen de dissuasion conventionnel. Et nous vous bombarderons à moins que vous n'abandonniez ce moyen de dissuasion, en espérant simplement que nous ne vous bombarderons pas. Eh bien, cela rend la situation encore plus problématique, je suppose, comme vous l'avez suggéré, car il y a tous ces objectifs différents. Je pense que présenter la question uniquement comme un problème nucléaire est stratégiquement efficace sur le plan de la communication. C'est une bonne manière de rallier le monde entier à sa cause, car personne ne veut voir l'Iran doté de l'arme nucléaire. Mais au moment de conclure un accord, comme vous le dites, cela devient problématique. Car si l'Iran respecte un accord nucléaire prouvant qu'il ne cherche pas à obtenir l'arme atomique, cela signifie que notre camp doit normaliser ses relations avec l'Iran, ce qui lui permettrait de se renforcer économiquement. Or, si l'objectif ultime est la destruction de l'Iran, on comprend pourquoi nous nous retrouvons pris dans cette impasse. D'ailleurs, il est vraiment important de souligner qu'il existe il y en a beaucoup, mais deux voix principales aux États-Unis. L'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo et Jack Keane affirment avec insistance « Aucun accord négocié n'est bon, car tout ce qu'il ferait, ce serait prolonger la vie du régime. Nous ne pouvons pas faire cela. » Donc selon eux, il ne faut même pas essayer d'obtenir un règlement négocié. C'est ce qu'ils disent ouvertement, publiquement. Ils ne veulent même pas négocier. Ils retirent même le semblant qu'il existe de véritables négociations. Ils ne veulent pas qu'il y en ait, car ils disent qu'on ne peut pas leur faire confiance, qu'ils ne tiennent jamais parole et qu'ils vont obtenir une bombe nucléaire et s'en servir. C'est ce qu'ils disent. C'est leur affirmation. Donc ils affirment qu'il n'y a pas d'alternative à la force militaire. Si le président Trump écoute des conseils militaires avisés et ne lance pas d'attaque, mais cherche plutôt à négocier avec l'Iran, apparemment l'Iran est plus qu'ouvert à conclure un accord, alors il subira une pression constante de l'intérieur. Et Israël, je vous le promets, n'abandonnera jamais cette soif de guerre avec l'Iran. Ils continueront à exercer la pression. On ne peut pas exclure la possibilité qu'un jour, ils provoquent une sorte d'attaque qui obligerait alors les États-Unis à intervenir malgré tout. J'ai simplement du mal à imaginer comment tout cela pourrait ne pas finir par une guerre. Cela me rappelle un peu ces objectifs contradictoires dans les négociations avec la Russie également. Je me souviens qu'en juin 2021, l'ancien ambassadeur des États-Unis auprès de l'OTAN, Kurt Volker, qui était aussi, je crois, envoyé spécial pour le Donbass, avait écrit un article alors que Biden et Poutine s'apprêtaient à se rencontrer pour tenter de désamorcer les tensions. Dans cet article, il affirmait, je crois que c'est une citation directe, « Oui, le succès, c'est la confrontation ». Il mettait en garde contre la conclusion d'un accord visant à désamorcer la situation avec les Russes, car cela leur donnerait de la légitimité et un répit, renforcerait Poutine, et notre objectif devrait être l'inverse. C'était donc sa conclusion. Oui, le succès, c'est la confrontation. Et c'est bien là le problème. Lorsque vous avez tous ces objectifs différents visant à affaiblir vos rivaux, la paix devient votre ennemi. C'est une position vraiment stupide. Alors, vous pensez que cette guerre approche, à moins que Trump n'opère un revirement massif. Mais avez-vous remarqué quelque chose récemment, comme sa prestation lors du discours sur l'État de l'Union, où il semblait revenir sur certaines de ses anciennes déclarations radicales et, soudain, tout tournait à nouveau autour des armes nucléaires. Je ne sais pas si c'est sincère ou si c'est simplement une manière pour lui de vendre la guerre ou de se retirer pour l'éviter. C'est très difficile de le cerner, je trouve. Non, je ne l'ai pas vu d'une manière aussi optimiste, parce qu'il a simplement dit, tu sais, qu'ils ne peuvent pas avoir la bombe, qu'ils ne peuvent pas l'avoir.
Et tu sais, il a aussi parlé de toutes les mauvaises choses qu'ils ont faites. Donc tout ce que j'ai vu, c'est qu'il disait en gros, je vais dire à personne ce soir ce que je vais faire. Mais il n'a offert aucun mot d'apaisement, aucune nouvelle possibilité diplomatique. Il n'a rien dit du genre, eh bien, tu sais, nous discutons et il y a quelques signes positifs venant de Téhéran. Rien de tout cela. Il s'est juste contenté d'énumérer une série d'accusations sur la méchanceté des Iraniens, le nombre de personnes qu'ils ont tuées et tout ça, les présentant comme un régime, tu sais, infâme, qu'on ne peut pas laisser exister, et simplement, tu sais, nous ne les laisserons pas obtenir la bombe. Donc, on garde ouverte la possibilité que tout ce que nous ayons à faire soit d'affirmer qu'ils cherchent à fabriquer une bombe, alors qu'il n'existe bien sûr aucune preuve réelle de cela. Et même quand on leur demande à quel point cette idée est absurde, ils répondent « Eh bien, tout a été anéanti ». Ils ont répété cela encore ces derniers jours. Caroline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche, a récemment déclaré à nouveau que oui, tout avait été complètement anéanti à l'époque, mais que maintenant, peut-être, ils allaient essayer d'en construire une nouvelle. Ou, qui sait, ils ne le disent jamais. Comment saurions-nous même cela? Ils ne l'expliquent jamais, alors que toutes les installations auraient soi-disant été détruites. Et maintenant, tout à coup, non, c'est de nouveau d'actualité. Et puis il y a eu cette déclaration ridicule de Steve Witkoff il y a quelques jours, disant qu'en plus d'avoir été anéanti, il y a 7 ou 8 mois, il serait maintenant à une semaine de posséder du matériel pour fabriquer des bombes de qualité militaire, c'est-à-dire à 90%. Qui sait où cela est censé se trouver puisque vous avez détruit toutes leurs installations. Et apparemment, il n'y en a pas de nouvelles qui enrichit, vous savez, l'installation de retraitement à 60%. Mais cela est simplement accepté tel quel. C'est absurde. Et encore une fois, c'est le principal homme du président Trump. C'était la déclaration de la Maison-Blanche en juin, que quiconque affirme que le programme nucléaire iranien n'a pas été anéanti diffuse de fausses informations. Et maintenant, bien sûr, ils doivent défendre l'idée que l'Iran pourrait être à quelques jours de posséder des armes nucléaires. Mais dans l'interview à laquelle vous faites référence, Witkoff a également souligné que Trump avait été un peu surpris que les Iraniens ne se soient pas encore capitulés. Que signifierait réellement cette capitulation dont Witkoff a parlé? Parce que si cela concerne les armes nucléaires, alors d'accord, nous capitulons. Nous n'allons pas développer d'armes nucléaires. Mais comment peut-on même rendre cette capitulation opérationnelle compte tenu des exigences plus larges venant des États-Unis? Oui, la façon dont je l'interprète, c'est que Witkoff et Trump pensent, je crois, comme ils le feraient s'ils étaient dans cette position, comme des Américains. Si quelqu'un avait l'avantage sur nous et venait en disant « D'accord, abandonnez vos armes nucléaires, renoncez à vos missiles longue portée, cessez de soutenir vos alliés régionaux, que nous appelons des proxys, et alors nous ne vous bombarderons pas. Tout ira bien. » Pour eux, c'est comme « D'accord, c'est ce que nous ferions alors. » Cela leur semble logique d'agir ainsi. Eh bien, je ne veux pas recevoir cette bombe. Je vois cette immense armada de puissance que vous avez à la fois dans les airs et sur la mer, et toutes ces bases dans la région. Bien sûr, pourquoi ne ferais-je pas cela? Donc je pense qu'il disait la vérité à ce moment-là, qu'il était vraiment perplexe qu'il n'ait pas accepté cela. Parce que la seule façon dont une capitulation aurait du sens dans ce contexte ne concernerait pas seulement un accord nucléaire. Il faudrait aussi qu'elle inclue les missiles et les forces supplétives. Voilà à quoi ressemblerait une capitulation. Et pour eux, il leur est inconcevable que quelqu'un dise « Non, je vais m'opposer à ce qui se décrit comme l'armée la plus puissante de la planète, avec toute cette puissance de feu incroyable en démonstration. »
Et c'est légitime, je ne cherche pas à le minimiser. C'est une énorme puissance de feu, capable de détruire d'immenses quantités de choses à la surface du sol, ce qui est une précision importante. Et cela peut tuer beaucoup de gens. Il n'y a aucun doute. Il ne comprend pas comment quelqu'un pourrait dire « Je préfère ne pas capituler et subir cet assaut plutôt que de te donner tout ce que tu demandes ». Mais cela signifie qu'ils ne comprennent absolument rien à la République islamique d'Iran, à sa composante religieuse, à leur culture en tant que persans. Ils ne comprennent tout simplement pas l'histoire de ce qu'ils ont fait ni la façon dont leur mentalité fonctionne. Et si cela te surprend, c'est que tu ne comprends rien. Je veux dire, tu ne peux pas être surpris par cela. Et pourtant, le voilà qui le dit, et je pense qu'il le pensait vraiment. Oui, eh bien, un autre problème, semble-t-il, avec l'administration Trump, c'est qu'il a tendance à rechercher ses victoires faciles. Je pense que cela est lié à son aversion pour les guerres sans fin. Donc le Panama, il y a eu un peu de pression. Les États-Unis ont obtenu quelques concessions. Il y a eu l'opération d'un jour au Venezuela. Encore une fois, ce fut un succès, compte tenu des objectifs limités qui avaient été fixés. Le Groenland était censé être quelque chose de simple, et quand cela n'a pas fonctionné, il s'est un peu retiré. Il a réussi à tirer quelques avantages de l'Ukraine. Tout cela suit le même schéma. Très peu d'efforts, et au moins quelque chose à montrer. Il peut partir en vainqueur sans trop de conséquences. Mais ce que nous voyons ici, c'est exactement l'inverse. Oui, il pourrait anéantir l'Iran d'un seul coup, et ensuite Israël dominerait la région. L'Iran serait morcelé en plus petits morceaux. La Russie et la Chine seraient affaiblies. Il pourrait alors faire un tour d'honneur, une victoire importante, peut-être. Mais que se passe-t-il s'il échoue ici? Parce que c'est une possibilité très réelle. Je n'ai pas vu de stratégie claire sur ce que signifie réellement la victoire, ni sur la manière dont elle est censée être atteinte. Mais si cela échoue, que se passe-t-il ensuite? Parce que ce serait assez choquant pour les États-Unis, qui, tout comme Israël, reposent en grande partie sur leur crédibilité. Quelle est, selon vous, la probabilité dans ce cas? Oui, c'est quelque chose qui mérite vraiment une analyse approfondie et qu'on y fasse toute la lumière, parce que le président Trump aime beaucoup fanfaronner. Et puis comme avec les Houthis, il l'a fait pendant 7 semaines, il a vu que ça ne marcherait pas, que ça ne mènerait nulle part, alors il a simplement dit « Ok, ils m'ont supplié d'arrêter ». Donc, nous les avons laissés partir tant qu'ils ne tiraient pas sur des Américains vivants. Tu vois, tout allait bien. Il suffisait d'arrêter de se battre. Il faisait exploser tous ces prétendus bateaux de la drogue dans les océans Atlantique et Pacifique et disait simplement « Oui, ils sont là, nous avons déclaré qu'ils étaient coupables, donc nous les avons tous assassinés, tué tout le monde juste parce qu'on en avait envie. » Que peut faire un bateau de la drogue? Il ne peut pas riposter. Donc c'était facile. Et ensuite, nous avons affirmé « Oh oui ». Et cela a eu un impact énorme. 98% de toutes les drogues arrivant aux États-Unis par voie maritime auraient été coupées, ce qui était complètement faux. Il n'y avait absolument aucune vérité là-dedans, car ces bateaux n'auraient de toute façon jamais pu atteindre l'Amérique. Donc cela n'a eu aucun effet sur les drogues susceptibles d'arriver par la mer des Caraïbes ou l'océan Pacifique. Mais il a affirmé que si. Et la plupart des gens ne le savent pas. Ils se sont simplement dit « D'accord, j'imagine que c'est vrai » et sont passés à autre chose. Cela ne lui a rien coûté, à part quelques missiles. Ensuite, il y a eu le problème au Venezuela, les attaques au Nigeria, les attaques en Somalie, les attaques en Syrie, les assassinats que nous avons commis contre certaines personnes en Irak auparavant. Il agit un peu partout, mais ce sont tous des coups isolés. Ray Chu Javada too.
C'est pour cela que j'ai bon espoir que le vice-président Vance, si cela s'avère vrai, ainsi que Tulsi Gabbard, et bien sûr des personnes comme vous, des chaînes comme la nôtre et plusieurs autres, disent « Ne faites pas ça. Ce ne sera ni rapide, ni décisif. » Apparemment, le président des chefs d'état-major interarmés, le général Kine, dit lui aussi qu'il y a des risques importants, et c'est un euphémisme. Il y a une probabilité, presque une certitude, dirais-je, qu'il y aura beaucoup de pertes. Lindsey Graham reconnaît qu'il y aura beaucoup de pertes, mais cela ne le dérange pas, ce qui, en tant qu'Américain, me met profondément en colère. Qu'il soit prêt à mener une guerre de choix dont nous n'avons pas besoin pour notre sécurité nationale, et qu'il accepte qu'elle coûte la vie à des membres des forces armées américaines. C'est en soi répréhensible, et je pense que cela mérite davantage d'attention. Illumination a dit que tu affirmais qu'il avait eu l'audace devant la caméra de dire un jour « Eh bien, que Dieu vous bénisse si vous faites partie de ceux qui vont s'impliquer là-bas. Que Dieu vous bénisse. » De quoi parles-tu, mec? Pourquoi voudrais-tu sacrifier des vies américaines pour les désirs, même pas les besoins, d'un autre chef de gouvernement? Franchement, je trouve ça insultant et révoltant. Mais c'est un peu ce qui passe pour une pensée d'élite aux États-Unis en ce moment. Et tu sais, on pourrait probablement regarder du côté de l'Europe, il y en a sûrement beaucoup aussi, mais c'est un vrai problème, parce que militairement, les chances de réussir ici sont faibles. Tu as demandé, que se passe-t-il si tu ne réussis pas? Eh bien, si tu regardes les fondamentaux ici, l'Iran possède ce qu'ils appellent des villes de missiles souterraines, qu'ils construisent depuis des décennies. Ces installations sont dans certains cas gigantesques. Ils y fabriquent du matériel sous terre et tout le reste. Certains de ces sites, nous savons où ils se trouvent, j'en suis sûr. D'autres non. Et pour certains, nous savons peut-être où ils sont, mais nous ne pouvons pas les neutraliser. Ce n'est donc pas seulement une question de ce que l'on peut frapper en surface. Il faut aussi pouvoir détruire ce qui se trouve en dessous, et il est probable qu'on ne puisse pas le faire. Ils conserveront une certaine capacité de riposte et auront tout intérêt à utiliser l'ensemble de leurs moyens tant qu'ils les ont, pour nous infliger des dégâts et des pertes, afin de montrer qu'il y a un prix à payer pour cela. Le président Trump le sait sûrement. Ce ne sera donc pas comme toutes les autres situations que vous venez de décrire, ce sera radicalement différent. Et les chances de victoire, des objectifs militairement atteignables, sont vastes, très faibles. Je dirais astronomiquement faibles, presque au point où en pratique, vous n'allez pas accomplir votre mission de détruire le régime et de pousser le peuple à se soulever, ce qui semble être notre problème. Le sénateur Ted Cruz a dit que nous devrions armer les manifestants parce qu'ils ne veulent pas de troupes au sol. On dirait donc qu'ils essayent d'utiliser le peuple iranien comme force par procuration, en leur donnant simplement des armes, des munitions, des moyens de communication, etc. Ce qui est aussi répréhensible à mes yeux, car ça revient à dire que nous voulons que le peuple iranien soit massacré en grand nombre face, vous savez, à une armée professionnelle. Ils ne seront pas, ce ne seront que des types avec des fusils au mieux. Je veux dire, j'ai déjà vu ce scénario se produire et cela pourrait subir de lourdes pertes. Mais cela ne va pas se concrétiser, car le régime iranien dispose de forces bien entraînées et de nombreux partisans. D'ailleurs, on n'en parle pas assez. Ce n'est pas comme si tout le pays était contre le régime. Une grande partie de la population le soutient et serait prête à se battre pour lui. Donc, à mon avis, cela n'a aucune chance de réussir. Et j'espère que l'aversion du président Trump à se laisser entraîner dans quelque chose l'emportera. Je ne pense tout simplement pas que ce sera le cas. J'espère que si. Eh bien, j'ai entendu beaucoup de ce nouveau discours venant des conseillers et des planificateurs militaires de Trump,
selon lequel ce ne sera certainement pas une promenade de santé. Il y a beaucoup d'embûches. C'est un peu tard, bien sûr, après avoir mobilisé tous ces moyens militaires et fait toutes ces grandes déclarations. Mais si vous étiez chargé de la planification de la guerre ici, l'attaque contre l'Iran, quelles seraient vos principales préoccupations ou les principaux défis à relever pour mener une telle opération avec les ressources militaires dont vous disposez? Oui, la tâche la plus difficile serait, avant tout, de neutraliser les capacités de défense aérienne. Cela doit être la priorité absolue, car si vous ne les éliminez pas, tout le reste que vous essayez de faire sera compromis. Beaucoup des cibles à attaquer incluraient les systèmes de défense aérienne et, bien sûr, leurs capacités aériennes offensives, leurs missiles mobiles, leurs sites de lancement fixes, et ainsi de suite. Cela viendrait juste après, en deuxième position, car il faut limiter les dégâts qu'ils peuvent infliger à Israël et à nos bases dans la région. Il faudrait donc s'en prendre d'abord aux missiles de défense aérienne. Mais presque simultanément, il faudra s'en prendre au moins au site fixe de ces missiles. Car, à moins que l'Iran ne soit stupide, dès qu'ils verront l'attaque commencer, ils commenceront à tirer leurs missiles offensifs avant d'être neutralisés, surtout depuis les sites fixes. Je parierais qu'ils ont probablement déjà un ordre permanent stipulant que les sites fixes doivent tirer en premier, parce qu'ils savent qu'ils sont visés. Les sites mobiles, ils pourront s'en occuper plus tard. Mais pour les sites fixes, ils doivent tirer tant qu'ils les ont, car s'ils les perdent, ils ne pourront pas les réparer rapidement. Ils vont donc compter sur les sites mobiles par la suite. Mais aussi, s'ils sont intelligents, s'ils disposent de ces installations souterraines partout dans le pays, comme on le prétend, cela signifie probablement qu'ils vont aussi garder une grande partie de leurs moyens de défense aérienne sous terre et hors de portée des frappes. Donc ils doivent en avoir quelques-uns déployés en permanence, sinon ils risquent d'être pris par surprise. Ce que je crains, et ce qui complique notre capacité offensive, c'est que je vais frapper ce que je connais. Mais ensuite, quand je me dis « D'accord, on a neutralisé cela », et que nous avançons pour atteindre le niveau suivant de cible, les missiles offensifs, les sites fixes, les lanceurs mobiles, etc., tout à coup, certains de ces missiles et batteries de défense aérienne surgissent du sol, là où je pensais qu'on les avait déjà détruits. Mais maintenant, ils sont peut-être positionnés à l'arrière et nous sommes vulnérables à une attaque de flanc de leur part. C'est un vrai problème et une préoccupation que j'aurais si j'étais responsable du système de composantes aériennes. Comment pouvons-nous savoir que nous allons réussir à neutraliser ces missiles de défense aérienne? Et est-ce un nombre limité? Est-ce que je sais combien ils en ont pour savoir si je les ai tous éliminés ou non? Ou vont-ils me surprendre une semaine plus tard, 2 semaines plus tard, 1 mois plus tard? Soudain, ils réapparaissent à l'arrière alors que je pensais qu'ils étaient déjà partis, et nous commençons à perdre des avions partout. L'un des plus gros problèmes concerne les avions ravitailleurs, les KC-135 et d'autres, ou peut-être les KC-46, je ne me souviens plus lequel, les ravitailleurs en vol. Ces appareils sont extrêmement vulnérables. Il n'est pas du tout difficile de les neutraliser si l'on dispose d'une défense aérienne. Ainsi, la cible prioritaire pour les Iraniens sera ces avions ravitailleurs, car sans eux, et une partie de l'opération devra se dérouler au-dessus du territoire iranien, le pays est si vaste et certaines cibles sont si éloignées des bases fortifiées dont nous disposons, sans même parler des porte-avions. Les avions viennent de très loin et n'ont pas l'autonomie nécessaire pour atteindre toutes ces cibles puis revenir. Ils devront être ravitaillés, dans certains cas 2 fois, avant même d'arriver sur la cible et de pouvoir rentrer. Les Iraniens, eux, vont raisonner à l'inverse. Comment pouvons-nous éliminer ces ravitailleurs?
Parce que c'est l'élément clé pour nous. Si vous retirez les ravitailleurs, si vous n'en avez pas assez, alors vous ne pouvez pas utiliser votre puissance de feu offensive pour aller plus loin. Donc, c'est l'un des points essentiels contre lesquels il faudra se défendre. Et ce sera un vrai problème si vous les perdez. Et puis l'autre chose, bien sûr, ce sont les sites de lancement de missiles eux-mêmes. Comme je l'ai dit, il y a certains sites fixes connus que nous avons clairement pris pour cible, et ceux-là seront des cibles prioritaires, notamment pour un grand nombre de Tomahawk, parce qu'il n'y a pas à se soucier des équipages aériens dans ce cas, on peut simplement les lancer de très loin. Mais le vrai problème, ce sont les lanceurs mobiles. Nous ne cessons de dire qu'apparemment ils en ont beaucoup là-bas. La plupart d'entre eux sont, pour le moment, bien à l'abri sous terre. Nous savons probablement où se trouvent certaines des portes par lesquelles ils sortent, mais il y en a sans doute d'autres que nous ignorons. On peut faire sauter ces portes et réduire l'endroit en décombres, peu importe. Mais tôt ou tard, ils pourront creuser à nouveau et en ressortir. Et une fois qu'ils auront rouvert les portes et sorti les véhicules, le problème restera entier. C'est donc quelque chose qui va durer longtemps. Tout cela constitue les problèmes initiaux de premier et de deuxième niveau. Mais ensuite vient le problème stratégique. C'est l'un des points essentiels à comprendre. Pour que nous réussissions, nous devons accomplir toutes nos missions principales, et cela signifie la destruction du régime. Nous devons être capables d'éliminer le régime. L'Iran n'a qu'à survivre. Donc, s'ils perdent une grande partie de leur défense aérienne, la plupart de leur défense aérienne, ils en perdent beaucoup. S'ils perdent tous leurs sites fixes et un grand nombre de leurs lanceurs mobiles, mais conservent encore la capacité de tirer, et s'ils disposent de ces installations souterraines partout dans le pays, et que leur direction est dispersée, comme c'est presque certainement le cas, alors ils continueront d'exister. Ils continueront de fonctionner. Et si vous ne bénéficiez pas de cette autre chance, croire que le peuple va se soulever et faire le travail à votre place sur le terrain, aller tuer ces types et prendre le pouvoir par une autre révolution, je sais que c'est ce que beaucoup espèrent. Ils cherchent quelque chose de similaire à ce qui s'est passé en Libye, lorsque Kadhafi a été renversé grâce à la puissance aérienne occidentale. Ils veulent ce genre de scénario où la population locale se soulève. Je ne sais tout simplement pas si c'est possible pour l'instant. Je pense que c'est peu probable. Donc si cela ne se produit pas et que le régime survit et conserve le pouvoir, la situation pourrait s'éterniser pendant des semaines, puis des mois, et finir par devenir insignifiante. Ils pourraient continuer à tirer des missiles de temps à autre, à faire exploser nos bases, à attaquer nos navires en mer. Cela pourrait devenir très moche. Et le président Trump, je ne suis pas sûr qu'il puisse s'en sortir sur le plan intérieur, surtout à l'approche des élections de mi-mandat. S'il promet une victoire rapide, nette et sans bavure, et qu'il n'arrive pas à la produire, tandis que nous subissons des pertes sans aucune voie vers la victoire, sans objectif militaire réalisable et atteignable qu'il puisse présenter de manière crédible comme gagnable, alors il commence à paraître vraiment, vraiment mauvais. Cela perd encore plus de soutien dans le pays, car il a été élu comme celui qui ne s'engagerait pas dans des guerres de choix et qui n'est pas partisan des guerres stupides. Et maintenant, dans ce cas, il en aurait déclenché une qu'il ne peut pas terminer. Cela pourrait bien condamner le reste de son mandat. Il pourrait devenir un président impuissant avant même d'arriver aux élections de mi-mandat, et encore plus après. Il y a donc énormément en jeu ici, et les chances de succès sont presque d'une difficulté stratosphérique. Mais pour les Iraniens, il leur suffit simplement de survivre.
Nous allons supposer que les États-Unis prévoient de tirer parti de l'effet de surprise. Non pas pour attaquer, car je pense que l'Iran le voit venir de loin, mais pour semer le chaos. Peut-être une guerre électronique, l'utilisation de quelques combattants à l'intérieur du pays, une force par procuration, et ainsi de suite. Des drones ont certainement été introduits clandestinement en Iran. Je suis sûr qu'il y a une certaine infiltration qui leur permet de viser la direction, quelque chose de ce genre. Mais si cela se produisait pour la première fois, on pourrait penser que ce serait bien plus important. Mais encore une fois, ce film n'est pas très ancien. Nous avons vu cela se dérouler en juin dernier. Il y a eu une tentative de porter un coup décisif contre le gouvernement. Alors pourquoi, dans ce cas, l'Iran a-t-il démantelé une grande partie de ces éléments? Je veux dire, tous ces combattants locaux, les réseaux, les drones introduits en contrebande, les personnes qui ont infiltré le gouvernement. Une partie de tout cela doit bien être sous contrôle. Tous ces moyens américains et les préparatifs israéliens mis en place, les Iraniens ont dû en traiter une grande partie depuis juin. Est-il vraiment possible de remplacer tout cela en si peu de temps? Non, évidemment, la surprise stratégique n'existe plus. Elle a disparu. La surprise tactique, je pense, a également disparu, à moins qu'il n'y ait quelque chose de différent qu'ils n'aient pas fait en juin et dont je ne sois pas au courant, quelque chose qu'ils auraient soudainement réussi à accomplir. Et il peut y en avoir un peu. Vous savez, il y a beaucoup de gens intelligents des deux côtés, et ils peuvent trouver quelque chose à quoi personne n'a encore pensé. Mais le problème, c'est que la gamme de choses que vous pourriez faire maintenant pour réellement les prendre par surprise est très limitée, parce que beaucoup de ces actions ont déjà été tentées. Je remonte jusqu'à, au moins 2020, et même avant cela, avec des choses comme Stuxnet en 2010. Donc, beaucoup de ces cyberattaques ont déjà eu lieu et ils ont désormais mis en place des défenses contre cela. Ils disposent de moyens pour prévenir une partie de ces problèmes. Ils ont des experts capables de réagir plus rapidement maintenant, car ils ont acquis de l'expérience dans ce domaine. Et puis, bien sûr, tu as parlé de ce qui s'est passé en juin, quand ils avaient des saboteurs sur place. Ils ont lancé beaucoup de drones. Ils pourraient essayer de refaire une partie de cela, mais cette fois, l'Iran est sur ses gardes, donc ils ne se feront pas surprendre de la même manière. Même la dernière fois, ils se sont rétablis assez vite, en environ 12 heures. Il y a eu beaucoup de dégâts sur les communications et sur le commandement et le contrôle, de nombreuses cyberattaques très réussies, et beaucoup de destruction physique causée par les drones, etc. Ils se sont rétablis en environ 12 heures, principalement. Eh bien maintenant, il est peu probable qu'ils soient de nouveau pris par surprise à ce sujet. J'ai d'ailleurs des rapports indiquant que certaines forces spéciales occidentales sont déjà sur le terrain. Je peux imaginer qu'il se passe probablement bien plus de choses que ce dont j'ai connaissance, donc je suis sûr qu'il y aura quelques surprises. Mais mentalement, l'Iran s'y est déjà préparé. Le problème, c'est qu'il s'agit d'une guerre ou que ça le deviendra, pas simplement d'une frappe. On parle d'un pays immense, 4 ou 5 fois plus grand que l'Irak, et bien plus grand qu'Israël, par exemple. Ils peuvent donc beaucoup disperser leurs forces et encaisser quelques coups ici et là sur le plan tactique, mais ils ne pourront pas les encaisser partout, car il n'y a tout simplement pas autant de ressources. Le risque pour l'Iran est donc considérable, et les dégâts qui lui seront infligés le seront tout autant. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais quand on parle de la mentalité du côté iranien, ils ont calculé qu'ils allaient devoir se battre pour rétablir la dissuasion. Jusqu'à présent, ils ont été passifs dans presque tout ce qui s'est passé, ou du moins tièdes. Et maintenant, ils constatent que cette approche a complètement échoué. La seule chose qui leur reste,
compte tenu de ce qu'on leur a imposé, c'est une riposte massive pour provoquer des pertes humaines importantes. Je veux dire, jusqu'à présent, ils ont soigneusement évité de faire des victimes, même lors de l'attaque de 2025. Ils les ont évitées, même du côté irano-israélien. Je pense que cette fois, ils feront le contraire. Ils chercheront à faire des victimes pour infliger de la douleur à ceux qui font cela, afin de montrer qu'on ne peut pas continuer ainsi indéfiniment. Avec l'idée qu'ils veulent cesser de le faire, trouver une autre solution négociée qui leur permette de sauver la face, ce que les Iraniens seraient tout à fait disposés à accomplir, tant que cela met fin à la destruction, car il leur sera difficile de surmonter les pertes qu'ils ont subies. Mais pour eux, ils ont calculé qu'à long terme, c'est nécessaire à leur survie. Sinon, cela continuera jusqu'à ce qu'un jour, sans prévenir, ils soient confrontés à une surprise stratégique, sans toute cette préparation et cette montée en puissance, où ils pourraient être assassinés, où le régime pourrait être perdu. C'est donc littéralement une question de vie ou de mort pour l'Iran, et il y a très peu de choses qu'ils ne feraient pas dans cette situation. Ce n'est pas une bonne stratégie de placer un pays dans une situation de tout ou rien, car il réagira alors de manière très différente. Permettez-moi toutefois de poser une dernière question brève. J'imagine qu'au cours des 30 dernières années et plus, nous sommes toujours entrés en guerre et avons bombardé des pays petits à moyens, petits par leur territoire, leur population et leur capacité militaire. Nous avons pu contrôler l'espace aérien. Nous avons toujours eu de nombreux alliés autour d'eux. Nous avons pu isoler nos cibles et nous assurer qu'elles ne reçoivent aucun soutien extérieur. En d'autres termes, nous avons maintenu toutes les variables aussi constantes que possible afin d'avoir un contrôle total du champ de bataille. Mais cette fois, il y a beaucoup de variables incertaines, ce qui explique, je suppose, que beaucoup hésitent. En ce qui concerne le soutien extérieur, comment voyez-vous la Russie et la Chine? Car il semble très probable qu'elles vont aider d'une manière ou d'une autre. Mais comment? S'agira-t-il de guerre électronique ou comment s'y prendront-elles? Beaucoup de gens considèrent cela uniquement comme une affaire iranienne, que nous les avons de nouveau isolés, parce que c'est la seule manière dont nous avons toujours procédé, et c'est ce que tout le monde attend. Mais d'autres ont fait des déclarations, et nous ne savons pas s'il s'agit simplement d'hyperboles ou de véritables affirmations selon lesquelles ils vont passer à l'action. Le pire scénario serait que les mandataires régionaux disent vrai, que le Hezbollah commence à attaquer Israël, que Kataïb Hezbollah en Irak se mettent à frapper des sites américains et que les Houthis réapparaissent et commencent à attaquer des navires ou des actifs navals dans la région. Et tout à coup, tu te retrouves avec toutes sortes de choses qui te tombent dessus, non seulement de l'Iran, mais aussi de plein d'autres endroits. Ce serait un énorme problème pour notre campagne aérienne si nous commencions soudainement à essuyer des tirs venant du sol, de drones et d'autres sources, comme Kataïb Hezbollah en Irak ou les Houthis en mer Rouge. Je veux dire, tu vois, ça va vraiment être compliqué d'arriver à tout gérer. Et les Iraniens aussi? Ce serait un gros problème s'ils passaient réellement à l'action. Je ne sais pas s'ils le feront, ils pourraient dire qu'ils vont le faire, puis ne pas aller jusqu'au bout. Beaucoup s'attendaient à ce que, lorsque Israël est entré en guerre contre l'Iran pour la première fois, le Hezbollah au Liban s'engage, et en réalité, il ne l'a pas fait. Ensuite, leur direction a été décimée de haut en bas. Il y a donc des précédents qui laissent penser qu'ils ne le feront pas. Mais parier sur le fait qu'ils ne le feront pas cette fois-ci, c'est jouer au dé. Et cela ne concerne que les acteurs régionaux. Ensuite, il y a les acteurs stratégiques, la Russie et la Chine. Et tous deux ont intérêt à ce que l'Iran ne s'effondre pas. Ils ne veulent toutefois pas entrer en guerre,
car la Chine accorde la priorité à la question de Taïwan avant tout le reste, et la Russie à la guerre en Ukraine avant tout le reste. Ils ne vont donc pas se laisser distraire par un conflit de ce genre. Et ils ne veulent certainement pas se retrouver dans une guerre ouverte avec les États-Unis à propos de l'Iran. Mais la Russie a besoin de la technologie pour ses drones, et la Chine a besoin de l'Iran pour son approvisionnement énergétique, qui n'est pas négligeable. Et nous n'avons même pas encore parlé de cela. Ils ont besoin que le détroit d'Ormuz reste ouvert. Nous en avons tous besoin, sinon cela va aussi causer beaucoup de problèmes. Je ne peux tout simplement pas imaginer que l'Iran dise « Eh bien, je ne veux pas causer de problème à l'économie mondiale, donc nous allons laisser le détroit d'Ormuz tranquille. » Pourquoi ferait-il cela? Je veux dire, je pense que l'un de leurs principaux objectifs serait de causer autant de difficultés que possible à l'Occident, surtout à l'économie mondiale, mais principalement à l'Occident, sur le plan économique également. J'imagine donc qu'ils feraient tout ce qu'ils pourraient pour arrêter ce truc et semer toutes sortes de problèmes là-bas. Et j'imagine que la Chine et la Russie pourraient, je suis sûr qu'elles feront quelque chose de subtil si ce n'est pas déjà fait. Je veux dire, la Chine a un navire dans la région, donc elle va probablement prévenir l'Iran à l'avance. Je ne suis pas sûr de ce que la Russie ferait. Encore une fois, je pense qu'ils veulent éviter un conflit, mais ils aideront en périphérie. Et je pense que ces deux pays seraient également plus qu'heureux de nous voir entraînés dans une guerre à long terme qui épuiserait nos capacités de défense aérienne, nos missiles offensifs, endommagerait ou détruirait certains de nos avions, ferait peut-être perdre quelques-uns de nos navires ou causerait des dégâts. Ils seraient probablement ravis de voir cela durer longtemps. C'est donc une autre raison pour laquelle ils pourraient vouloir rester en dehors militairement. Mais tout cela, mis ensemble, montre que si nous, eh bien, il faudrait que Trump dise simplement « J'espère que tout se passera comme je le veux, que personne ne fera rien que je ne veuille pas, que tout le monde laissera l'Iran isolé, et qu'ils ne feront rien que nous ne voulons pas qu'ils fassent. Et alors nous aurons une grande victoire. » Je n'arrive tout simplement pas à imaginer que ce soit le cas. Il y a trop de variables qui doivent toutes jouer en votre faveur. Et si nous obtenons l'extrême opposé, où aucune ne joue en notre faveur, cela pourrait être un énorme, énorme problème pour nous. Oui, c'est bien ça le problème avec cette ancienne opération de minuit. Leur prétendu succès leur est monté à la tête. Oui, on pourrait bien se retrouver avec un cauchemar à minuit cette fois, selon la tournure des choses. Eh bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps et de m'avoir permis de profiter de votre expérience. Toujours apprécié. Merci Glenn Diesen. À la prochaine.